un propos très bref en introduction, parce que c'est Sébastien Trier qui va assurer la modération, pour dire que nous sommes absolument ravis de cette première activité en lien entre la direction scientifique et le Centre d'écriture et de rhétorique, qui permet à nos écrivains de pouvoir échanger avec les chercheurs. Et je suis sûre que les débats et les échanges vont être extrêmement productifs. Et nous serons ravis de continuer à l'avenir ce type de collaboration. Et sur ce, je laisse Sébastien introduire et expliquer peut-être la méthode d'animation également qui va suivre. Merci beaucoup Delphine et merci beaucoup Monsieur Chamoiseau d'avoir accepté cet échange. On est vraiment ravis. Donc moi je suis directeur de l'IDRI, c'est un think tank associé à Sciences Po qui travaille sur les négociations internationales d'environnement, mais c'est pas à ce titre-là principalement qu'on voulait échanger avec vous, c'est qu'on a à Sciences Po une dynamique qu'on a appelée l'atelier interdisciplinaire de recherche sur l'environnement, et il y a pas mal de ses membres ici, et donc c'est vraiment l'idée d'un dialogue entre ces chercheurs et vous qui nous semblait intéressant. Yann Briand, qui est un de mes collègues à l'IDRI, et moi-même, on est absolument, j'allais dire, excusez-moi la trivialité de cette expression, mais fan de votre œuvre. Et quand on a vu que vous étiez en résidence à Sciences Po, on s'est dit, là, il faut absolument qu'on connecte nos objets de recherche, les choses sur lesquelles on travaille, avec tout le travail conceptuel, politique et poétique sur lequel vous avez travaillé, et notamment vous, mais vous aussi au titre d'un collectif avec Édouard Glissant, avec d'autres. Donc là, pour nous, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Je vais dire deux mots pourquoi ça nous touche, peut-être histoire de lancer un peu vos réactions, et Yann, de son côté, a aussi deux mots à dire. Moi, ce que je voulais souligner, c'est qu'on a, dans la réflexion qu'on a eue cette année, l'année dernière, pardon, sur quelle place devait prendre la question écologique à Sciences Po, on a finalement abouti à un drôle de concept qui s'appelle les transformations planétaires, mais qui est pas mal en fait, parce qu'il parle à la fois de transformations subies. Attendez, je vais juste mettre en muet. Voilà. Il y a des transformations planétaires, c'est à la fois celles qu'on subit et celles qui sont intentionnelles. Et je pense que la mondialisation est vraiment à la fois au cœur de ces sujets-là. Une mondialisation d'interdépendance, où on est interdépendant, qu'on le veuille ou non, à travers des microbes ou à travers des chaînes d'approvisionnement, on le voit aujourd'hui. Une mondialisation d'accélération des échanges et aussi de standardisation et d'homogénéisation. Et ce que je trouve très important, c'est que ça entre vraiment en écho avec vos travaux sur les questions de diversité et la créolité comme affirmation de la diversité. Donc là, il y a des éléments qui nous donnaient envie de converser avec vous à propos de ça. Il y a aussi l'idée que les transformations planétaires, c'est le changement environnemental global, dégradation de la biodiversité, risques climatiques, pandémie, mais notamment justement ces questions de perte de diversité environnementale, mais aussi culturelle. Et derrière ça, un projet de transformation profonde de nos sociétés que nous, à l'IDRI, ou d'autres acteurs plus activistes en matière d'environnement portent, et sur lesquels je pense qu'on a besoin de réfléchir à ce que rediversifier voudrait dire. Et je ne suis pas sûr que vous avez notre programme politique à notre place, mais il y a des choses sûrement intéressantes là-dessus. Et puis, je pense qu'on est aussi dans un moment où la capacité à décider de son propre avenir et à quelle échelle est absolument centrale. On voit ressurgir des termes de souveraineté, de protection, de sécurité, à un moment où on a aussi quand même une société civile globalisée, et où on se dit autour des questions de virus que coopérer, c'est rationnellement quand même plus bénéfique que s'isoler, mais on voit bien à quel point il y a des tendances isolationnistes, et donc toutes ces questions d'interrelation sur lesquelles vous avez travaillé nous questionnent beaucoup. Donc l'idée, c'était peut-être de réfléchir avec vous sur ces quelques sujets. Et je passe la parole à Yann qui avait aussi ses quelques questions ou ses quelques mots d'introduction. Oui, tout à fait. Pour aller dans la suite de ce que tu viens d'introduire, Sébastien, moi j'avais été particulièrement intéressé par le concept et le rôle de la poétique, en tout cas des travaux que vous avez pu mener justement avec Édouard Glissant, entre autres, sur tenter de caractériser que serait un nouvel imaginaire des relations. Et je pense que c'est un rôle je trouve que c'est un rôle que vous avez pu mener à travers vos différents écrits. Et je pense que votre réflexion là-dessus nous intéresserait peut-être dans les différents échanges. Je trouve que partir un peu peut-être du concept et arriver ensuite à le décliner ou à nous expliciter ces relations avec tout ce que Sébastien a montré, donc les différentes connexions que ça peut avoir
aussi bien sur l'environnement que sur les questions humaines, de relations et ainsi de suite, je serais très preneur. Moi, juste pour rajouter un ou deux mots, ce changement de paradigme que vous pouvez formuler à travers différents mots, comme la question du territoire versus la question du lieu, les questions d'identité, de diversité, l'intégration versus la mise en relation. J'ai beaucoup aimé ce type de travail sémantique. Et donc, j'aurais été ravi, je pense, que vous puissiez également nous exposer ce concept du nouvel imaginaire de la relation. Et je pense que ça, pour conclure là-dessus, je pense aussi que ça nous permet de repenser un peu les relations internationales, puisque, comme le disait Sébastien, donc l'IDRI, c'est l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et donc, voilà, pour nous, relations internationales, c'est aussi important de peut-être repenser ces relations sous un nouvel angle. Et donc, je trouve que vous apportez à cette réflexion pour essayer de déconstruire peut-être et de reconstruire un nouvel imaginaire. Donc, voilà, j'aurais été ravi aussi que vous puissiez aborder ces points-là. Je pense que ça intéressera de nombreuses personnes. Oui, merci. Je crois que c'est des questions qui sont au cœur du travail que je mène, en sachant que je suis plutôt un artiste. Hein. Je ne suis pas ni un penseur, ni un technicien des relations internationales. Et que ce que je fais généralement sont des choses qui me servent généralement à écrire. Hein. Je pense que c'est à écrire et à mener ma propre vie. Donc, on est plus en face de ce que j'appelle des poéceptes plutôt que des concepts. C'est-à-dire que le poécept serait un mélange de concepts et de poétique. Et c'est vrai que dans notre manière, en tout cas dans la manière qu'avec Glissant, en tout cas celle qui est la mienne aussi, donc celle d'un artiste, c'est vrai que le poétique a une place beaucoup plus déterminante. L'approche poétique est plus déterminante pour nous, en tout cas plus importante que l'approche conceptuelle. L'approche poétique, ce serait le rapport à un mode de connaissance des états existentiels ou des états du monde. J'appelle état existentiel un peu la situation des individus. Hein. Un roman, ce n'est rien d'autre que l'exploration d'une situation existentielle. Et ce qui se produit dans le monde contemporain, c'est que cette situation existentielle est immédiatement plongée dans un état du monde. Hein. Nous sommes, tous autant que nous sommes précipités dans des processus d'individuation, quels que soient les individus, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Nous sommes précipités dans des processus d'individuation. Et ces processus d'individuation devraient nous permettre de nous réaliser en tant qu'individu, bien sûr, mais aussi surtout en tant que personne. Un individu accompli devient une personne. Et un individu qui ne s'accomplit pas va entrer dans une perversité ou dans un amoindrissement qu'on pourrait appeler individualisme. Donc l'individu qui cheminerait dans son processus d'individuation sur la grande scène du monde deviendrait une personne. Et la personne, elle est immédiatement en relation. Elle est immédiatement autant dans l'individualisme, l'inaccomplissement de l'individuation, l'individualisme renferme sur des territoires, des absolus, des précarés qui sont d'ailleurs aggravés par le néolibéralisme, pouvoir d'achat, carrière, corporation, etc. Autant l'accomplissement en tant que personne crée des solidarités immédiates. Mais ce qui est important, c'est que ces solidarités sont un petit peu difficiles pour nous à penser parce que les seules solidarités que nous connaissons et que nous avons l'habitude de pratiquer sont les solidarités qui viennent des communautés. C'est vrai que tout l'imaginaire humain a été, pendant des millénaires, formaté par une inscription d'un individu, une inscription de manière sous-ordonnée dans un corset symbolique qui est le corset communautaire. Et ce qui s'est produit avec la mondialisation qui a provoqué des interrétroactions entre les cultures, les civilisations et entre les communautés, il était très difficile pour ces communautés de maintenir à la fois l'immobilisation, entre guillemets, des individus, mais aussi de maintenir intact leur corset symbolique, quoi, ces corsets qui imitaient à basse intensité les individus. Les communautés se sont toujours méfiées
des potentialités imprévisibles qui existent chez les individus et dans leur processus d'individuation. Donc, elles ont toujours maintenu à très basse intensité l'équation individuelle. Et quand on regarde bien, très souvent, les évolutions des communautés étaient très souvent déterminées par je dirais, des folies, des audaces, des attitudes poétiques individuelles qui faisaient, d'une certaine manière, avancer ou qui transformaient le réel, les pratiques, les savoir-faire et aussi l'imaginaire communautaire. Alors, ce qui se produit avec la mondialisation économique, en fait, la globalisation, c'est que ces communautés vont commencer à se fissurer et que les individus vont retrouver une mobilité, en tout cas un niveau d'intensité sans précédent. Ils peuvent se déterminer sans ce prêt-à-porter existentiel que donnait la communauté, et ils peuvent se déterminer sur un espace, une grande scène, une scène de théâtre qui est la scène du monde. Et cette scène du monde, sur cette scène du monde, ils reçoivent des partitions, des scénarios, des stimulations qui viennent de leur degré de relation à la totalité du monde. Et c'est là tout l'intérêt peut-être de l'imaginaire de la relation. Nous sommes obligés aujourd'hui d'abord à considérer que les solidarités, les nouvelles solidarités que nous avons à construire dans les sociétés d'individus qui sont les nôtres et entre les systèmes nationaux et dans les organisations internationales, ces nouveaux systèmes de solidarité ne viennent pas je dirais, de dictats communautaires, mais ils vont venir d'un accomplissement individuel. C'est l'individu qui, par son accomplissement, la réalisation de ce qu'il est, va trouver nécessaire, utile et même indispensable, incontournable, d'entrer en relation avec les autres et d'entrer en solidarité avec les autres. Donc, c'est à la fois une solitude solidaire. La solitude, effectivement, construire sa solitude, c'est paradoxalement se construire en tant que personne, et se construire en tant que personne, c'est la base à partir de laquelle on peut exister en relation. Ce qui fait que toute la difficulté que nous avons, notamment contre le capitalisme, le néolibéralisme, c'est que nous avons tendance à, toutes les forces progressistes, entre guillemets, en tout cas tous ceux qui s'intéressent à l'humain, nous avons tendance à recourir à la vieille communauté communautaire, en tout cas la vieille organisation communautaire, la vieille solidarité communautaire. Tous les discours progressistes sont des discours communautaires qui essayent de ramener l'individu à une notion, à un nous qui serait tutélaire. Alors qu'aujourd'hui, ce que nous avons à faire, à la fois pour l'accomplissement des individus, mais aussi pour la construction des sociétés multitransculturelles que nous avons à construire, nous sommes obligés d'accompagner, de favoriser l'accomplissement individuel. Et cet accomplissement individuel, elle passe par une très haute capacité, en tout cas une très haute capacité à la relation. Alors la relation, elle suppose au départ, mais bon, je parle en tant qu'artiste, elle suppose un état poétique. Ce que j'appelle un état poétique, c'est véritablement tout ce qui nous permet, dans un premier temps, d'échapper à, entre guillemets, l'état prosaïque. On peut dire que l'imaginaire humain est déterminé par, en gros, le cerveau reptilien, du manger, du boire, de la sécurité, de la reproduction du même, de l'association avec ceux qui nous ressemblent, etc., etc. Et puis, il y a une dimension qui avait toujours été du côté des mystiques, du sorcier et autres, qui était un rapport à une dimension que la réalité créée par la communauté, parce que c'est ça aussi une communauté, le corset symbolique d'une communauté crée autour de l'individu une bulle qui est la réalité de la communauté. Et à côté de la réalité de cette communauté, il y a toujours existé le réel, c'est-à-dire l'inconnaissable du réel, l'infinie complexité du réel et l'infinie complexité du monde. Ce qui fait que ces communautés se mettaient au centre de l'univers, au centre du monde, considéraient le monde comme étant, je dirais, un arrière-plan de leur absolu qui était prégnant. Et aujourd'hui, maintenant que ça a été un petit peu disloqué, l'individu doit se construire son rapport au monde sur un monde globalisé avec tous les problèmes de mondialisation que nous connaissons. Et c'est ça qui est important parce que ça suppose,
Ça suppose qu'on revienne, en tout cas qu'on s'en tienne à ce qu'on peut appeler l'esprit du poème. L'esprit du poème est un esprit assez particulier. C'est le moment où je dirais l'artiste, hein, celui qui va écrire, on pourrait aussi dire l'esprit du dessin, l'esprit de l'art d'une manière générale, mais restons sur l'esprit du poème. L'approche poétique, c'est véritablement une approche sensible. C'est une approche qui considère qu'au-delà de la réalité, il y a un réel, il y a une complexité, il y a un inatteignable, il y a de l'invisible, il y a de l'imprévisible, il y a de l'incertain. Les communautés nous préservent des imprévisibles, des incertains. Les communautés créent autour de notre devenir une sorte de devenir majoritaire, une sorte de confort mental, alors que l'éjection en individuation crée cette incertitude, et cette incertitude doit se nourrir. Alors on peut s'en préserver par tous les reculs intégristes, nationalistes, toutes les craintes auxquelles nous assistons. C'est simplement cette envie de retour à l'imaginaire communautaire, mais aussi on peut essayer de développer cet état poétique qui nous permet d'être sensibles à l'incertain, en tout cas de rester debout en face de l'incertain, de l'imprévisible et même de l'impensable. C'est fondamentalement ça l'état poétique. C'est une sorte de sensibilité particulière, un mode de connaissance sensible où va se réaliser quelque chose que le mot poécète va résumer, c'est qu'on n'aura pas dans la connaissance artistique, la connaissance sensible, on n'aura pas cette distinction qui s'est produite entre le corps et l'esprit, entre la sensation, l'émotion, le système émotionnel que nous sommes tous des systèmes émotionnels, et toute je dirais, l'architectonique de la raison, et qui crée un mode intelligible, scientifique, une approche dont nous avons besoin, mais qui a tendance à invalider toute cette approche sensible qui est aussi importante et déterminante. Donc, dans toutes les communautés, il y a toujours eu l'approche prosaïque qui a dominé avec le guerrier, et puis l'approche poétique qui s'est exprimée, qui s'est maintenue avec le chaman et ensuite avec les artistes et le poète. Donc, je crois qu'il est important que nous ayons cette approche poétique vis-à-vis de la réalité du monde contemporain, de cette globalisation, avec cette idée fondamentale où c'est le déclenchement émotionnel, c'est la sensation, c'est autant la sensation que la construction intellectuelle qui déclenche l'idée. Une voie d'art, c'est quelque chose qui pense sans concept. Écrire, c'est véritablement déclencher dans la langue tout un ensemble de sensations qui produisent des images, des idées, des émotions, des lignes de fuite, enfin bon, quelque chose, une alchimie assez particulière où se réalise l'acte de création et où la langue se dépasse elle-même. Mais je pense que c'est pareil aujourd'hui en état poétique. Si on regarde le monde, on se dit que bon, la globalisation planétaire qui a commencé, s'est achevée parce qu'il y en a eu d'autres avec Christophe Colomb, elle a pris une amplitude que les accélérations techniques, technoscientifiques allaient accélérer. Cette globalisation planétaire a malheureusement été empoignée par la mondialisation économique capitaliste et a produit tout ce système économique totalitaire qui va effacer toutes les autres dimensions symboliques du politique et nous mettre en face je dirais, d'une perception économique, en tout cas d'une fonctionnalité prosaïque du monde en nous qui est purement économique. Et ça, il faut essayer de s'en sortir. Et ça, c'est une des tâches de l'artiste ou de l'écrivain. Ce qui fait que ce qu'on doit constater, c'est que tous ceux qui subissaient à la fois la domination occidentale, le dogme capitaliste, l'économie totalitaire et tous les problèmes de standardisation culturelle, de perte de diversité culturelle, de précarité diverse que ça a entraîné, tout cela voulait se débarrasser à la fois de la domination occidentale et de cette économie totalitaire en jetant le monde, c'est-à-dire en fermant les portes et les fenêtres, un peu le réflexe nationaliste, ethniciste, enfin tout ce qu'on constate, le retour à la vieille organisation communautaire. Et il rejetait le monde avec tout ça. Et c'est là que Glissant, avec sa manière poétique d'aborder les choses,
Et il a dit, non, mais il y a effectivement, dans cette globalisation planétaire orchestrée par la mondialisation économique, il y a quand même quelque chose qui échappe à la mondialisation économique. Il s'est produit effectivement le fait que les communautés se sont un petit peu fissurées, que des individus vont rester plus ou moins déterminés, conditionnés par leur communauté, mais enfin, dans les processus d'individuation qui frappent tout le monde, il y aura des rapports différenciés, en tout cas des intensités différenciées, avec l'emprise communautaire, mais surtout, nous sommes tous précipités dans des stimulations qui viennent de la totalité mouvement. Et que ça change tout. Ça veut dire que l'imaginaire des individus est une construction individuelle, que la construction de l'imaginaire de l'individu participe de son processus d'individuation vers sa réalisation en tant que personne. Et nous avons toute une mosaïque de différents imaginaires qui va constituer ce qu'on peut, une possibilité du monde qu'on peut appeler la mondialité. Ce qui fait que la mondialité serait tout ce qui n'est pas prévu par la mondialisation, tout l'imprévu, l'incertain du phénomène humain qui réalise ces rencontres, ces interrétroactions, ces alchimies culturelles et civilisationnelles, tout ça accéléré par la technoscience, et ça produit une réalité du monde que nous devons essayer d'apprendre à fréquenter et à imaginer. Alors, ce qui fait que dans la mondialisation, il y a une dimension qui est d'essayer d'élucider un fait, et il y a aussi l'idée que cette mondialité, elle est à construire. Plus nous aurons compris que exister au monde n'est plus une affaire communautaire, que les appartenances que nous allons développer, elles sont sur la base d'un accomplissement individuel et qu'elles vont se faire selon des modalités extrêmement imprévisibles, extrêmement chaotiques et extrêmement changeantes, en tout cas évolutives. Et que les sociétés dans lesquelles nous vivons ne sont pas des sociétés multiculturelles, mais fondamentalement des sociétés multitransculturelles. Et que c'est le trans qui est le plus déterminant. Parce que c'est dans le trans que va se jouer cette alchimie qui fait qu'il y aura un devenir permanent de la notion même de diversité. La diversité n'est pas une juxtaposition d'absolu, il n'y a plus d'absolu. Les cultures n'ont jamais été des monolithes, les civilisations ont toujours été des espaces de rencontre, d'échange sur des temporalités très longues. Mais dans la relation, ce qui se produit, c'est que ça se fait à une vitesse extrêmement incroyable et que ce qui se mélange, ce ne sont pas des absolus, ce sont déjà des structures composites. Un individu est déjà une structure composite. Il vient avec ce qui lui reste de sa communauté, mais il reçoit en fonction de ses rencontres, de ses coups de cœur, de ses amours. Il se construit un lieu au monde qui n'est pas le territoire, le lieu à la fois une construction territoriale, c'est-à-dire on choisit sa terre natale, la terre natale devient l'endroit où on se réalise, mais c'est aussi une construction virtuelle. C'est l'idée que nous avons du monde, c'est je dirais la géographie cordiale qui se dégage du monde par rapport au rapport que nous avons. Et pour chaque individu, ça dépend de son distancité. Donc, ce sont des notions qui sont importantes, qui sont à la fois politiques au sens noble, avec un P majuscule, politique parce qu'elles nous permettent d'envisager sur quelle base nous pouvons construire nos sociétés. Nos sociétés sont multitransculturelles, donc elles sont multitranshistoriques, elles sont multitranslinguistiques, elles sont multitranssymboliques, et que tous les espaces monolithes qui étaient basés, qui avaient construit cet État-nation vertical, souverain, compétitif, tout ça devrait être remplacé par des nations-relations, c'est-à-dire là où l'espace multitransculturel, multitranslinguistique, multitranssymbolique va faire quoi? Va simplement avoir un rapport beaucoup plus horizontal aux autres présences nationales. Et là, c'est une autre façon de penser. Ça suppose effectivement l'émergence j'aime pas trop le mot de gouvernance, mais d'une entité de relations mondiales qui permettent de réguler cette nouvelle possibilité. Alors, l'autre élément, c'est que la notion de relation, dans un premier temps, telle que glissant la pensée, qui était la préoccupation de tous ceux qui étaient colonisés dans des problématiques culturelles, civilisationnelles et identitaires, cette notion de relation concernait beaucoup les cultures et les civilisations. Mais cette notion de relation, on peut considérer aujourd'hui qu'elle est infiniment vaste. Elle concerne d'abord sa base
c'est l'individu, processus d'individuation par lequel l'individu chemine vers son accomplissement en tant que personne. Dans cet accomplissement en tant que personne, il doit être en relation avec lui-même, c'est-à-dire non pas avec ce jeu monolithique qui lui avait été imposé par la communauté, mais avec toutes ces potentialités, ce chaos de moi qu'il habite et qui crée que chaque individu a une multiplicité de devenirs absolument incroyable. Et aujourd'hui, un individu doit être en relation avec cette complexité-là, dessous le jeu, ce qui lui reste du jeu communautaire. Cette relation, c'est bien sûr la relation aux cultures et aux civilisations, ce qui fait que la civilisation contemporaine est une civilisation de civilisations, une culture de cultures, et que ces cultures de cultures et ces civilisations de civilisations, ce qui est important, c'est véritablement les flux relationnels qui les traversent, et ces flux relationnels font que la rencontre des différences qui sont elles-mêmes devenues composites produisent de nouvelles différences qui vont se rencontrer et produire infiniment de nouvelles différences. Nous pouvons préserver la diversité par cette mise en relation consciente, valorisée, je dirais célébrée esthétiquement et politiquement, qui permettra de produire tout le temps ces différences qui vont être déterminantes. Et ces différences ne seront plus les vieux marqueurs identitaires, ma peau, ma race, ma langue, ma nation, mais ça sera des structures d'imaginaire. Les fraternités vont se faire sur des bases de construction d'imaginaire. Par exemple, moi, je suis un écrivain, ma peau est noire, mais je ne suis pas un écrivain français et africain. J'écris en français, mais je ne suis pas un écrivain français. Je suis né à Martinique, mais je peux être proche de n'importe quelle expérience individuelle du Groenland ou je ne sais où, que d'une expérience qui se déroulerait en Martinique. Je peux être plus proche de n'importe quel écrivain qui aurait le même rapport à moi, le même rapport relationnel à la complexité du monde, et c'est là que les fraternités vont se faire. Ce qui fait que les anthologies basées sur la langue, la couleur de peau ou je ne sais quel autre ne fonctionnent plus. Ce qui fait que la relation, c'est aussi tout ce qui nous permet de sortir de cette verticalité, de cet absolu qui a été pendant longtemps l'humanisme. De plus en plus, c'est un rapport à la totalité du vivant. Et l'humanisme que nous devons penser, c'est un humanisme qui, du coup, se retrouve de manière horizontale, inscrit dans une plénitude horizontale du vivant. Et ça, c'est très, très, très difficile à penser. Et puis, fondamentalement, la relation, c'est bien sûr tout l'écosystème naturel, l'écosystème numérique et bien sûr l'écosystème cosmique, mais ça, on peut en parler. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est une complexité inouïe, c'est quelque chose qui est très, très difficile à penser. Mais c'est cette difficulté-là qu'il faut lui garder. Il faut se méfier des définitions parce qu'on a vite fait de basculer dans des pensées de système et des systèmes de pensée qui apportent des réponses et des réflexes un peu mécaniques. Il faut fréquenter les indéfinitions. Ce qui fait que moi, j'aime bien l'idée de Poécète. On dit, bon, la mondialité, la relation. Glissant a passé sa vie à tourner autour, comme ça, à faire des petites facettes. Il n'a jamais dit c'est ça ou c'est ça. C'est un peu ça, c'est aussi ça, mais c'est ça aussi, etc. Pourquoi? Parce que le monde tel qu'il est composé de flux relationnels, il est fait de la mondialisation économique et de cet imprévisible, inconnu, incertain, impensable qu'est la mondialité. Il est devenu un flux relationnel totalement incertain et totalement imprévisible. Toutes les grandes politiques internationales sont des politiques qui devront gérer de l'incertain, de l'imprévisible et de l'inconnaissable. Et c'est là que cette agilité comme ça du système institutionnel a tout à apprendre du politique. Voilà, merci beaucoup, Patrick. Un petit peu bavard, mais voilà. Non, mais je n'osais pas vous interrompre parce qu'il fallait qu'on entende l'entièreté de là où vous vouliez nous emmener. Il y a deux personnes qui ont proposé de vous interroger sur des questions. D'abord Bernard Hébert et puis Léonie Simaga. Bernard. Oui, merci. Écoutez, la question que je voudrais vous poser, elle vous invite dans notre atelier, donc dans l'atelier interdisciplinaire des recherches sur l'environnement et des problèmes qu'on a à gérer. Alors la première question, c'est qu'assez souvent, c'est devenu d'ailleurs une sorte de pont aux ânes. Maintenant, on essaie de comparer
la lutte contre le réchauffement climatique avec celle contre ce fameux SARS-CoV-2. Et on a l'impression que tout est très, très différent parce que la mort est là, parce que c'est tangible d'une certaine façon. Et donc, je voulais savoir, vous qui êtes écrivain, avec ce que vous avez dit en introduction, vous parliez de souci de problématiser la langue et puis de transmettre une expérience. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner? Qu'est-ce qui est possible pour pouvoir rendre tangible cette chose? Parce que la grosse différence qu'il y a entre la crise actuelle et la crise du climat, c'est le manque de tangibilité pour le climat. C'est difficile, c'est pas très sexy, une moyenne sur 30 ans comme ça. Et puis surtout, comment alors vous allez sortir de la tangibilité, du très contextuel, pour pouvoir se projeter? Parce que les politiques de transition, ce sont des politiques qui sont décontextualisantes d'une certaine façon. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme vous êtes sur une chaire qui s'appelle écriture et rhétorique, je voulais savoir ce que vous gardez de la rhétorique. J'ai l'impression que vous êtes un peu positionné poétique contre concept d'une certaine façon. Souvent, les écrivains, ils sont dans la narration plutôt que toutes sortes d'autres capacités communicationnelles qu'on a dans la rhétorique. Et qu'est-ce que vous gardez de ça? Et puis, je voudrais bien comprendre justement si c'est bien polyconcept, simplement face à monoconcept d'une certaine façon. Et il faudrait m'expliquer, nous expliquer davantage ce que vous entendez par monoconcept. Ou est-ce que c'est simplement poésie contre concept? Parce que moi, j'ai l'impression qu'une bonne philosophie, elle est très, très, très proche de la philosophie, de la poésie, justement. Une bonne philosophie, elle est très abstraite, c'est tout le contraire du capitalisme que vous décrivez, par exemple, ou du concept des gens qui font du marketing. Là, il y a des textes cinglants de Deleuze qu'on devrait relire aujourd'hui. Donc, pour nous, pour nous philosophes, ce sont les gens du marketing qui se sont emparés du concept. Merci. Oui, il y a beaucoup de questions. Relancez-moi si j'en oublie. La question du poétique, ce n'est pas une opposition au conceptuel. Je pense que le poétique réalise une totalité entre le corps et l'esprit, entre la sensation et l'idée, entre l'articulation rationnelle et le déclenchement émotionnel. C'est ce souci de ne pas laisser de côté un mode de connaissance qui serait basé sur une perception sensible, sachant que nous sommes des machines émotionnelles et qu'à la base de toute notre activité rationnelle et de toutes nos idées, il y a toujours, je dirais, des alchimies émotionnelles, il y a toujours des affects. Et c'est ça qui est important. Donc, ce n'est pas, au contraire, il n'y avait rien de plus scientifique et rationnel que Glissant. Moi, je l'ai vu fonctionner. Il se déclarait poète, mais il avait un très, très grand souci de la connaissance scientifique, de l'approche rationnelle, etc. Mais quand l'instant création se développait, je dirais les deux axes étaient mobilisés. Quand on regarde l'idée de poécept, où le concept rejoint le percept, où la sensation rejoint la construction intelligible et l'idée. Donc, il n'y a aucune opposition. Je suis très, très, très méthodique. Pareil pour l'écriture. Moi, je disais aux étudiants, tous ces vieux récits, l'imaginaire, justement, on parlait d'imaginaire ancien, d'imaginaire communautaire, a organisé le monde avec des récits. L'esprit humain a toujours, d'une certaine manière, mis entre la complexité, en tout cas l'impensable du réel, en tout cas l'inconfort du réel, c'est toujours construit une petite réalité avec des récits, des jeunesses, des mythes fondateurs, des histoires de communauté, des histoires nationales, des absolus linguistiques, etc. Et bien sûr, les histoires nationales ont engendré toute la littérature orale et tous les romans que, d'une certaine manière, nous connaissons. Aujourd'hui, lorsqu'on écrit, il me semble que le plus important, compte tenu du fait que nous ne sommes plus au service d'une communauté, d'une manière générale, toute la structure romanesque, généralement, témoignait un petit peu de l'activité de la communauté, de la cohésion de la communauté, et puis ça s'est déplacé aujourd'hui. Si on considère que l'écrivain est un individu en train de se réaliser en tant que personne, l'écrivain est seul, il ne représente ni une langue, il ne fait défense et illustration d'aucune langue, il ne représente pas de culture particulière, sa culture, c'est son expérience au monde, et il témoigne d'une dimension de son existence qui est purement relationnelle. À partir de là, ça fait des organismes, ce que j'appelle des organismes narratifs, qui vont se détacher du récit, la prétention du récit
à vouloir organiser le réel. Vous savez, le récit qui met en forme le réel, qui nous préserve de l'inconfort du réel et qui nous raconte une petite histoire avec un début, avec une fin, et puis voilà, on a mis en forme le réel. Alors que l'organisme narratif n'essaiera jamais de nous enlever le vertige et l'inconfort du réel. Donc on voit que ça change complètement la structure narrative. Mais comme je leur disais aussi, l'organisme narratif qui est, quand j'écris, je ne pense plus ni roman, ni essai, ni ceci, ni cela, j'écris en fonction d'une mobilisation de tout ce de toutes mes perceptions, de toutes mes idées, de toutes mes sensations. Ce qui fait que l'organisme narratif n'est pas le rejet du conte, du récit, du roman, de ceci, de cela. C'est au contraire une mobilisation extrêmement libre, une mise en effervescence, une mise en alchimie de toutes ces possibilités qui peuvent être exprimées, mais le tout, c'est qu'elles sont utilisées et exprimées sans absolu, avec une liberté globale. Ce qui fait que, c'est pourquoi d'ailleurs le roman, dont la définition est l'absence de définition, le roman c'est une indéfinition, il a eu un tel retentissement, en tout cas une telle puissance sur les autres genres littéraires, parce que c'est par définition la forme qui n'est pas forme et qui pouvait accueillir le plus large. Mais je crois que dans notre inconscient, nous avons vis-à-vis du roman une certaine, je dirais, un certain nombre de fixité. Ce qui fait que l'idée de décrire un organisme narratif ne rejette pas la rhétorique. Hein. Bon, la rhétorique, moi, j'utilise là beaucoup la rhétorique dans mes travaux. C'est un élément qui rejoint la pratique littéraire, mais qui est complètement, je dirais, neutralisé, entre guillemets, en tout cas, comment on ne peut pas dire ça, je ne veux pas dire sublimé, en tout cas, elle n'est pas centrale, elle est utilisée dans ce que suppose le langage, la construction d'un langage, non pas d'un style, puisque le style, c'est encore un absolu linguistique qui s'exprime dans une approche un peu académique, un peu avec des ornements, des fioritures, etc., alors que le langage fait exploser la langue et que le langage, il ne considère pas une langue, mais le langage de l'individu écrivain qui se réalise sur la grande scène du monde, c'est quelque chose qui exprime dans son ouverture, dans son tremblement, dans son informel, un désir imaginant de toutes les langues du monde. À partir de là, toutes les ressources de l'esprit et toutes les ressources de la littérature sont mobilisables. Donc, la relation, hein, l'idée de relation, par définition, elle ajoute du plus à du plus. Elle ne transforme pas avec des ruptures, elle ne fait qu'ajouter de la complexité à de la complexité. Et l'idée de relation, l'imaginaire de la relation, c'est effectivement cet imaginaire qui nous permet de ne rien abandonner des merveilles et des richesses et des splendeurs qui ont été produites dans le développement de la littérature, dans le développement des cultures et des civilisations, à condition qu'on en fasse des sources et des ressources et non pas des finalités en soi. Donc c'est ça l'idée. Et c'est en cela qu'avec l'idée de relation, il me semble qu'on n'a même plus besoin de valeurs. Ou les valeurs, on a bien vu ce que ça pouvait donner. Hein. La valeur fraternité ou la valeur liberté mise en système économique, on voit ce que ça donne. Chaque fois qu'une valeur est prise et qu'elle est transformée en système, donc ça peut être infiniment meurtrier, alors que dans la relation, c'est impossible. Dans la relation, tous les termes sont censés parvenir à un relatif accomplissement. Et que la relation n'existe que quand les différents termes de la relation parviennent eux-mêmes mutuellement dans la solidarité à permettre à l'autre leur accomplissement. Ce qui fait qu'avec ça, on n'a plus besoin de ces références à des valeurs qui peuvent basculer dans toutes les actions meurtrières qu'on connaît. Et enfin, je ne sais plus quelle était la première question. La première question, c'était sur comment rendre tangible les évolutions écologiques qui sont parfois imperceptibles. Oui. Et moi, j'aurais envie d'ajouter, vous y avez, avec les 9 consciences du mal fini, vous avez donné à voir une prise de parole écologique d'un écrivain. Et j'aurais bien aimé voir pourquoi et comment. Enfin, est-ce que éventuellement ça vous aide à répondre à la question de Bernard sur rendre tangible et comment décontextualiser? Je sais pas. C'est vrai que la question de la relation, l'imaginaire de la relation qui doit rester dans une indéfinition, puisque c'est la condition pour qu'elle reste ouverte, qu'elle puisse accueillir l'imprévisible, l'incertain, le surgissement de données impensables. C'est ça la bonne manière de sentir, de percevoir et de penser aujourd'hui. Cet imaginaire de la relation m'a fait comprendre que
la relation, ce n'était pas simplement à l'étranger, à la culture étrangère, à la civilisation étrangère, c'était plus largement et fondamentalement au vivant. Et le vivant, par définition, est relation. Un écosystème est un système relationnel. Tous les écosystèmes sont ouverts et interrétroactifs. Donc, ils sont évolutifs, donc ils sont modifiables. Il y a des effondrements et des surgissements de la vie et de la mort. Ce qui fait que, bon, le principe écologique, le discours écologique pris comme un absolu, pris comme une mystique, ne peut pas, à mon avis, constituer une politique véritable. S'il fallait avoir un écologiste dans un gouvernement, ça devait être le Premier ministre. Parce que l'écologie renvoie à la relation. Et la relation, c'est vraiment ce souci de faire en sorte que l'humanisme perde de sa verticalité et réalise un rapport au vivant, à la planète, aux émergences culturelles, à la biodiversité et autres, un rapport qui soit un rapport d'accomplissement, donc un rapport de relation. Ce qui fait que c'est plus l'idée de la relation qui me paraît fondamentale que l'idée d'écologie, même si l'idée d'écologie, ce qu'elle a comme puissance, c'est simplement qu'elle nous indique une attitude relationnelle vis-à-vis des cultures, des civilisations, des choses et du vivant. À partir de là, j'ai vécu ce moment dans le vivant, et c'est vrai que quand ça a démarré le confinement, j'ai reçu beaucoup de demandes, d'expressions, etc. Et je m'apprêtais à sortir mon vieux couplet, parce que j'ai écrit beaucoup de manifestes sur le monde de demain, l'antinéolibéralisme, etc., etc. Et je me suis aperçu, j'ai écouté beaucoup de ceux qui sont intervenus, et je me suis aperçu que notre problème n'était pas la conception du jour d'après. C'est déjà dit, c'est déjà défini, c'est déjà écrit, c'est déjà pensé, etc. Et j'ai eu le sentiment que toutes ces belles idées, toute cette autre manière relationnelle de penser le monde post-capitaliste constituait un embâcle. Voilà, un embâcle dans notre imaginaire, une sorte de concrétion admirable que nous vénérons comme un autel ou un culte désaffecté et qui nous empêche non pas de continuer à avoir nos chimères, mais qui nous permettent de contourner l'embâcle. Vous savez, lorsqu'il y a la rivière ou le fleuve devant l'embâcle, il y a un contournement de l'embâcle. L'embâcle reste comme une cathédrale, mais le mouvement de la vie, de l'action, du devenir contourne l'embâcle. Et nous avons ce problème-là. Notre imaginaire est en train de contourner tout ce qui a été produit comme, je dirais, comme modification, en tout cas comme monde de relationnel, ce qu'est un monde relationnel, comment envisager, etc., etc. On a beaucoup de perceptions. Et toute la difficulté contemporaine, c'est comment toucher au déclic, quoi. Comment on passe comme ça de tout cet embâcle accumulé qui nous habite et auquel nous faisons automatiquement référence, que nous fournissons comme réponse, comment passer de cela à véritablement quelque chose qui crée la débâcle de l'embâcle, c'est-à-dire quelque chose qui nous libère, qui libère les idées et qui les précipite dans le mouvement. Et ça, j'avoue que je n'ai pas la réponse. Nous avons un problème de déclenchement, de déclic, de passage, bon, je ne sais pas. Et c'est le texte, bon, je suis en train de préparer un petit texte qui, pour une fois, ne sera pas déclamatoire, triomphal ou, je dirais, un peu prophétique, mais qui va simplement essayer d'habiter la question. Parce qu'il me semble, c'est peut-être là un élément de la réponse dans un premier temps, puisque la question que je me pose, mais quel est mon rôle? Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis un artiste, je ne suis pas particulièrement militant, mais ce que je me rends compte, c'est que ce que j'ai à écrire et ce que j'ai à formaliser en sensations et idées, c'est quelque chose qui ne peut pas ignorer les états du monde, qui ne peut pas ignorer les états existentiels, les situations existentielles, mais qui ne peut pas non plus ignorer les états du monde. Quelqu'un qui écrirait en dehors du monde, en tout cas en dehors des grands défis qui nous sont posés, des grands défis planétaires qui nous ont posés, déserterait, me semble-t-il, je dirais l'expression artistique. Donc, je me pose cette question-là et il me semble que là encore, il faut peut-être revenir à l'esprit, peut-être l'esprit du poème, c'est-à-dire habiter la question. Il y a cette question de toutes ces idées, de toutes ces perspectives, de cette volonté relationnelle au monde, de toute cette pensée mystique,
ancienne qui organisait un rapport au vivant différent, de cette nécessité, de cette perspective de changer, trouver une autre économie, de cette voie que constituerait un accomplissement individuel qui créerait des sociétés solidaires avec des systèmes de solidarité qui soient basés sur des modalités qui ne sont pas les vieux marqueurs identitaires traditionnels du territoire, de la peau, de la langue, etc. Bon, toute cette complexité-là qui est déjà pensée constitue la question qui résume tout ça, c'est dire comment faire, comment on passe de ça à une autre réalité, en tout cas à cette mise en mouvement. Et je crois que là, il est important de vivre la question, hein, habiter l'impossible et vivre la question. Ce qui se produit lorsque Sapiens a déclenché tout son processus de créativité qui allait créer toutes les cultures, tous les systèmes symboliques, la philosophie, l'esprit de science, etc., c'est qu'il a été, sa conscience réflexive a été frappée, en tout cas, s'est heurtée sur l'infini, la terreur et l'émerveillement que pouvait provoquer le réel du monde, quoi. Inexplicable, un vaste mystère. Et ça a déclenché un inconfort tel que Sapiens s'est mis à construire tout ce dispositif créatif dans lequel nous vivons et qui nous sert à vivre, hein, ces systèmes culturels, civilisationnels, ces définitions, cet humanisme vertical. Tout ça vient de ce choc avec l'impensable. Et ce choc avec l'impensable, c'est brusquement la confrontation avec quelque chose qui est en dehors de toutes nos conceptions. Et d'une certaine manière, ça crée une immense question à laquelle l'imaginaire est forcé de répondre. Et je crois que ce qu'il nous faudrait faire, c'est vivre la question, vivre collectivement la question. Non pas automatiquement apporter des réponses. Quoi, j'aime bien l'idée d'indéfinition, jamais apporter des réponses, parce que quand il n'y a pas de question, les réponses ne sont pas audibles. Tout ce qui a été dit par nos grands philosophes, ces grands humanistes qui ont parlé du monde d'après, qui ont dit « ouais, c'est plus possible, ça va changer, etc. » Il n'y a pas de question collective et ça va pas être reçu. Donc, il faut habiter la question. Et ce que nous avons à transmettre, c'est cette question grandiose qu'il nous faut habiter pour déclencher tous ces devenirs moléculaires qui permettront à ces sociétés d'individus de sécréter de nouvelles formes d'action et de nouvelles manières d'agir. Alors, il y a deux niveaux. Il y a le niveau individuel qu'il ne faut pas perdre de vue et aussi le niveau de la structuration des instances de médiation, partis, syndicats, enfin tout ce que vous voulez, qui nous montre quelles sont les instances de médiation les plus utiles, les plus efficientes et les plus nécessaires dans un flux relationnel. Ça reste à déterminer. En tout cas, ce sont des questions qu'il nous faut fréquenter. Merci, donc, la meilleure manière. Oui, je vous interromps parce qu'il y avait encore la question de Léonie et j'ai peur qu'on n'ait pas le temps, qu'elle n'ait pas le temps de la poser. Donc, Léonie, je vous en prie, je vous passe la parole. Désolé, Patrick, de vous avoir interrompu. Oui, non, mais il faut. Parce que... Léonie, je n'entends pas. Le micro doit être. Ça y est. Ah, ouais. C'était une petite question. C'était en fait dans le cours de ce que vous disiez, à un moment donné, vous avez donc parlé de la mondialité par opposition à la mondialité comme étant l'imprévu de la mondialisation. Et j'ai mal compris, je pense, vous disiez à ce moment-là que nous devions apprendre à la fréquenter et en même temps que nous devions la construire. Est-ce qu'elle existe déjà, cette mondialité, ou est-ce qu'elle est... Il y a une double présence. Il y a, comme pour la mondialisation économique, hein, il y a une réalité que nous vivons de fait. Les individus se déplacent, les langues se rencontrent, les écrivains se déplacent dans les langues. Je connais beaucoup d'Antillais qui se sont installés en Islande. Leur pays natal est devenu l'Islande. Enfin bon, tous les vieux marqueurs du territoire, de la langue, etc., sont en train de vivre des flux relationnels. Et les enfants naissent entre plusieurs terres, plusieurs langues, plusieurs réalités. Donc, on voit bien que l'idée que nous avons du monde ancien communautaire avec des absolus de référence, ça ne marche pas. Les absolus, s'il y a des absolus, ils sont multiples. Trop d'absolus tue l'absolu. Et les références sont tellement ouvertes et tellement complexes que nous sommes de fait en mondialité. Et d'ailleurs, le vieux réflexe intégriste, nationaliste, raciste, terroriste, tout ce que vous voulez, indépendamment de la lutte du rejet que le néolibéralisme peut susciter, provient
du fait qu'effectivement, tout le monde vit dans des flux relationnels et que c'est inconfortable et qu'on cherche l'ancien système communautaire. Donc, c'est un fait. Il n'y a personne aujourd'hui dans le monde qui ne vive pas en mondialité, qui ne soit pas traversé soit de manière technoscientifique, soit de manière biologique, soit de manière accidentelle, soit d'une contre-manière, c'est-à-dire le refus d'existence au monde, le refus du monde, c'est aussi une manière d'être en relation. Donc, il y a un fait relationnel de la mondialité qui n'est pas instruit par les zones de libre-échange, qui est favorisé peut-être, mais dans les zones de libre-échange, dans le développement du transport des marchandises, dans la circulation des capitaux, il y a ces particules humaines qui se rencontrent, qui s'émulsionnent, qui créent des choses inattendues, etc. Donc, c'est ça la mondialité, et ça, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Donc, il y a un fait mondialité. En revanche, il y a un besoin de construire aussi cette mondialité. Il faut à la fois la vivre, donc commencer à en prendre conscience, bien se dire, mais là, je suis... toujours se dire, ça c'est un truc que je fais, est-ce qu'on est en mondialisation ou est-ce qu'on est en mondialité? Repérer ce qui relève de la mondialité. Mais une fois qu'on a ça, il faut apprendre à construire une mondialité. Lorsqu'on se dit, quand on voit face au virus, l'attitude des États-nations qui sont verticaux, qui ne sont pas des nations-relations, et leur réflexe comme ça, nationaliste, etc., cette incapacité à organiser tout de suite un système très large de coopération, de partage, ça montre que le vieil imaginaire de la communauté verticale et absolue qui règne. Donc, nous avons un autre monde à construire, nous avons une mondialité à construire qui ne soit pas les règles de construction de la mondialisation. Donc, c'est double. Quelque chose que l'on vit et qu'en même temps, nous devons construire. La relation, c'est quelque chose que l'on vit, dont il faut prendre conscience. D'ailleurs, toutes les grandes politiques culturelles devraient être des politiques d'initiation, en tout cas de sensibilisation à la relation, mais il ne suffit pas de vivre pour la relation parce qu'elle n'a pas de morale, elle peut être destructrice, elle peut engendrer beaucoup de régressions. Il faut aussi l'habiter par un imaginaire, par une intention, par un rapport à la beauté, par un rapport à l'humain, etc., etc. Donc, on a toujours les deux perspectives. J'avais une autre question de Yann Briand. Oui, très, très rapidement. Je trouvais ça peut-être intéressant d'avoir une compréhension de l'expérience aussi du point de départ qui a permis, ou qui vous a permis, entre autres, et vous disiez avec Édouard Glissant, donc vous venez de la Martinique, vous avez pu observer justement ou décrit le processus de créolisation, qui n'est pas que propre d'ailleurs à la créolisation. Vous dites c'est pas forcément, c'est pas quelque chose qui doit être juste attaché aux Antilles, hein, c'est un processus qui existe à plein d'autres endroits. Je trouve que ça peut être intéressant que vous nous expliquiez un peu cette expérience ou ce que vous avez pu voir, remarquer sur le terrain, on va dire, comme un chercheur en sciences sociales, un petit peu, je vais d'une certaine manière, regarder et observer et dans quelle mesure peut-être voilà, ça a permis de dérouler votre réflexion et sur derrière le concept de ce que vous nous avez raconté. Je serais curieux voilà, de repartir peut-être de ce fondamental. Oui, pour un artiste, c'est plus difficile, c'est assez différent en ce qui me concerne. Ça a été assez particulier. Le problème que nous avons, c'est qu'on a une catastrophe fondatrice, la traite des nègres, l'esclavage des plantations, plus le néocolonialisme, et puis en plus le néocolonialisme matiné de capitalisme, tout ça constitue une sorte de bloc à partir duquel nous accédons, nous, Antillais, au monde, quoi. Et nous accédons au monde sur des bases qui sont complètement inédites, c'est-à-dire que ce n'est pas la base de la communauté ancienne, ma langue, mon Dieu, mon histoire, etc. Il y avait des langues, il y avait des histoires, il y avait des phénotypes. Enfin bon, c'était une bâtardise généralisée et on était très embarrassés avec ça. Donc l'attitude première a été une sorte de pathos, donc accusation de l'Occident, accusation du blanc, donc ça n'en finissait pas. L'autre attitude était la simplification, ça a été la négritude de Césaire qui a passé par-dessus le côté composite et imprévisible des mélanges anthropologiques, culturels et civilisationnels des Amériques et de la Caraïbe pour se créer une sorte d'Afrique mythique, une essence africaine qu'il a fréquentée toute sa vie avec une sorte de nègre sublimé qui va constituer la colonne vertébrale de son éthique. Mais ça, c'était une simplification de la situation.
Glissant va avoir une autre approche. Il va dire d'abord, oui, effectivement, on ne peut pas comprendre les Antilles, les Amériques sans la présence africaine, mais on ne peut pas non plus dire que l'Afrique s'est maintenue intacte comme une essence indépassable dans les réalités antillaises. Et il s'est passé quelque chose que nous devons essayer de comprendre. D'ailleurs, toute l'anthropologie des années 50 consistait à essayer de repérer les petits morceaux d'Afrique qui étaient restés de ci, de là. Donc, Glissant va créer d'abord le concept d'antillanité. Il dit, bon, ce n'est pas la peine d'essayer de revenir dans le pays perdu, c'est perdu, il s'est produit quelque chose qui fait que le pays est perdu. Notre zone, là, c'est l'Antilles. Qu'est-ce qui s'est passé dans les Antilles? Quelle est cette réalité, cette alchimie anthropologique? Essayons de la comprendre. Quand il plonge dedans, donc il dégage le concept de créolisation, ce choc massif, accéléré, brutal de toutes les cultures, toutes les civilisations, tous les phénotypes, avec une ouverture immédiate au monde. Il va comprendre que la cale du bateau négrier va complètement annuler ou je dirais désactiver toutes les références à l'Afrique ancienne et va ne laisser que des traces, et que ces traces vont entrer en dérive avec toutes les traces qui restaient des génocides amérindiens, des présences coloniales et aussi des immigrations qui sont venues. Donc la créolisation nous montre une complexité qui est en œuvre aujourd'hui dans le monde. Et puis après, il se dit, mais quel est le principe actif de la créolisation? Et là, on s'intéresse à la notion de relation. Et c'est la notion de relation qui est la plus importante, parce qu'elle nous permet à la fois de penser les rapports entre civilisation et culture, elle nous permet de changer le rapport de l'humanisme au vivant et de l'humanisme d'une manière générale au métabolisme de la planète. Et puis, elle nous permet de changer le rapport que nous avons à notre propre complexité. Et l'autre élément, c'est que si on résume la trajectoire de Sapiens, je crois que c'est presque le seul être vivant, en tout cas un des rares, qui ait réussi à organiser une évolution de manière trans-écosystème. Il a habité pratiquement tous les écosystèmes, en tout cas, il est en mesure de le faire. Et non seulement il a habité tous les écosystèmes, mais il est capable de se créer de manière transversale sur tous ces écosystèmes un écosystème supplémentaire qu'il va se mettre à habiter. Et ça, c'est véritablement quelque chose d'important. Ce qui fait qu'on se dit aujourd'hui, quand on dit relation, quels sont les écosystèmes que Sapiens doit, le post-Sapiens ou le post-néolibéralisme va habiter, c'est bien sûr l'écosystème naturel qui s'est effondré, qui a été déterminant pour notre imaginaire qui s'est effondré, mais qu'il faudra gérer. Hein. On peut reprendre l'idée de Gilles Clément d'un jardin planétaire, jardin au sens il faut vraiment s'en occuper, veiller aux équilibres. Bon, on ne peut plus laisser comme ça, c'est impossible de laisser la planète à un état de devenir qui ne serait pas accompagné. Donc l'écosystème devient un jardin planétaire pour le devenir humain. Et l'autre écosystème déterminant, c'est l'écosystème urbain. Le devenir, nous avons un devenir ville, un devenir urbain. L'urbain, ce n'est pas simplement la ville telle que nous la connaissions, c'est toutes les modalités, toute cette prolifération de manières d'habiter, de consommer, d'être, etc., qui crée un écosystème existentiel qui n'est plus écosystème naturel. Cet écosystème urbain va être obligé d'une certaine manière d'intégrer l'écosystème naturel, donc on aura ces villes vertes d'une certaine manière, mais en tout cas, l'écosystème le plus déterminant aujourd'hui, c'est véritablement l'écosystème urbain qu'il nous faut penser avec l'imaginaire de la relation. L'autre écosystème, bon, c'est l'écosystème numérique et toute l'intelligence artificielle qui va nous obliger à repenser notre définition de ce qu'est un être humain. Bon, c'est des grandes questions face à des capacités cognitives extrêmement développées et supérieures aux nôtres. Qu'est-ce qu'il va rester du phénomène humain? Donc, ça va nous obliger à avoir une surdéfinition de l'être humain, mais l'écosystème numérique va nous permettre de gérer à la fois la ville et les écosystèmes. C'est d'ailleurs lui qui devrait aussi nous permettre de lutter contre le néolibéralisme. En plus, et pour finir, il y a l'écosystème cosmique qui nous renvoie bien sûr à l'astrophysique et bien sûr à la physique quantique, quoi. La mécanique quantique est là, ça c'est un champ infini qui va devenir déterminant parce que les découvertes qui vont se faire dans ce domaine-là dans les 10, 15 ans qui viennent va changer complètement notre manière d'habiter et de nous réaliser dans les 4 écosystèmes. Donc voilà comment
l'affaire. Merci beaucoup, Patrick. Je pense que vous savez que Bruno Latour était directeur scientifique de Sciences Po et l'idée que Ah, j'aurais bien aimé le rencontrer, ouais, c'est dommage. que les frontières de la connaissance transforment nos modes d'existence et la manière aussi dont on peut agir politiquement, c'est vraiment au cœur de ce qu'il a essayé de mettre dans Sciences Po. Oui, Donc, ça rejoint beaucoup de ce que vous venez de dire. J'aime beaucoup. Ouais. Il a été invité, mais je ne suis pas sûr qu'il était en capacité de venir. Hein. Il a plein d'autres responsabilités en ce moment. Je voulais passer la parole et je pense que ça risque d'être la dernière question à Johannes Svensson. Merci beaucoup, Sébastien. Du coup, et aussi merci pour le partage de toutes ces idées et pensées très, très intéressantes. Je voulais juste vous demander, vu la centralité des relations dans vos idées et la manière dont vous pensez les relations, je voudrais juste vous demander qui, selon vous, peut entrer dans des relations. Est-ce que c'est quelque chose, comment dire, est-ce que c'est quelque chose qui peut faire uniquement, enfin, est-ce que c'est quelque chose qui peut faire uniquement les individus ou est-ce on peut aussi envisager que c'est quelque chose qui peut faire aussi des autres acteurs sur la scène internationale, comme les États. Enfin, ça, c'est un exemple, mais il y a bien sûr deux autres. C'est inévitable. Hein? C'est inévitable. Nous avons déjà une reconstruction de la notion d'humanisme qui est déjà très largement en train d'être reconsidérée. Tous ces états de conscience qui existent chez les animaux, les végétaux, tout ce rapport au vivant, qui rejoint l'ancienne mystique animiste de manière assez fascinante. Tout ça, bon, c'est vraiment une extension de la notion de relation à la totalité du vivant. Une réinscription horizontale dans le vivant. Ça, c'est un des axes forts de relation. Avec la relation, on n'a pas besoin de la pensée écologique, parce que la pensée écologique, si elle donne l'illusion qu'elle peut devenir une force politique en soi, c'est une erreur. Le néolibéralisme peut tout à fait intégrer quelques principes écologiques, faire de la proximité, avoir des stocks stratégiques, mettre tout ce qu'on veut. Bon, ça, en revanche, la question relationnelle est une vraie question parce qu'elle nous oblige véritablement à mettre en œuvre immédiatement des politiques qui soient non seulement multidimensionnelles, mais qui soient aussi immédiatement planétaires. Et c'est sur la base de la relation que nous aurons à construire ces institutions qui nous manquent du point de vue de la régulation planétaire. La relation nous précipite immédiatement vers une réalité qui est une réalité monde. Et c'est ce que Glissant voulait dire. Il disait que le plus haut objet artistique, le plus haut objet de la littérature, c'est la totalité monde. C'est comment habiter le monde. Et c'est cet imaginaire, ce vieil imaginaire communautaire que nous devons d'une certaine manière dépasser pour nous précipiter dans cet imaginaire de la relation. Une œuvre d'art aujourd'hui ne vaut qu'en ce qu'elle nous initie à vivre à cette échelle-là. Et c'est en vivant à cette échelle, donc cet état poétique qui nous permet de percevoir des choses sans les définir, sans appliquer des systèmes, sans vouloir tout institutionnaliser, qui nous permet de vivre une réalité obscure. Et en vivant une réalité obscure, donc en vivant une question, en habitant un impossible, on va sécréter tous ces devenirs moléculaires qui vont permettre la régulation planétaire qui est nécessaire et indispensable. En tout cas, l'évolution de toutes ces institutions qui existent aujourd'hui et qui sont déjà formidables en soi. Mais ça concerne tout le monde. Pour poursuivre la question de Johannes, est-ce que ces relations, elles doivent un peu se construire en parallèle et en court-circuit des institutions préexistantes, ou est-ce qu'il faut travailler avec les institutions? Je vous pose un peu une question qui n'est pas facile, hein, mais c'est la question de la mobilisation politique. Comment se remobiliser? Vous avez parlé des syndicats, des partis, et ma question c'était un peu, enfin vous l'aviez plus évoqué comme une question à suivre. Oui, une question à vivre. Hein, c'est vrai, bon, on voit bien que comme nous sommes tous dans des processus d'individuation plus ou moins bien foutus, plus ou moins individualistes ou plus ou moins approchant de la personne, c'est vrai que les partis, entre toutes les instances de médiation qui fonctionnaient sur le vieil imaginaire de la communauté, ont du mal à fonctionner. Donc, il faut trouver la nouvelle base. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que fondamentalement, l'intérêt de la relation, c'est qu'elle n'élimine rien. Elle n'est pas en rupture.
elle est en devenir. Le devenir, comme Deleuze l'expliquait, c'est pas on rencontre A, rencontre B et il y a quelque chose d'autre qui apparaît. Donc, quand A rencontre B, ce qui apparaît, c'est A plus et B plus. Ce qui fait que toutes ces institutions, il faut ajouter des plus. Il faut ajouter des plus. La relation nous permettra, lorsque nous l'aurons véritablement exploré, comme ça, essayer de voir toutes ces implications à tout niveau, au niveau individuel comme au niveau collectif, il y a des petits plus que nous pourrons ajouter à toutes ces institutions. Mais la relation n'est jamais une rupture ni une destruction. Merci beaucoup, Patrick. J'ai l'impression j'ai l'impression que beaucoup des participants n'ont pas osé prendre la parole pour vous laisser développer. Mais je veux brimer personne. Mais moi, ce que j'en dis, c'est ma propre sensibilité. Moi, ce que j'invite généralement les gens, ce que je disais aux étudiants que j'ai eus, je dis, bon, toutes ces notions, effectivement, vous les entendez, je vous donne ma propre perception, elle est toujours insuffisante, en tout cas, ce n'est pas une vérité. Je crois qu'une fois qu'on a identifié toutes ces notions, il faut les fréquenter soi-même, quoi. Donc, à partir de là, chacun peut donner sa définition de la mondialité, chacun peut habiter cette notion de relation, essayer de voir comme ça qu'est-ce que ça implique, parce que ce qui est important, c'est que quand chacun le fait, on part d'une expérience personnelle. Et ces expériences individuelles, nous ne pouvons pas faire la croix dessus au nom d'une nécessité collective que nous devons mettre en œuvre. C'est devenir individuel, c'est devenir moléculaire, qui vont fréquenter ces notions, qui vont les interroger, qui vont les rejeter, etc., qui vont nous permettre progressivement d'approcher. Tout ce que nous pouvons craindre, c'est que quelqu'un nous dise la relation, c'est ça, ou la mondialité, c'est ça, ou etc., c'est ça. Ça, c'est le système de pensée qui évacue le réel et qui nous enferme dans une réalité. Donc, l'important, c'est, si je vous ai donné envie d'aller lire Glissant et d'aller explorer toutes ces notions, qui sont d'ailleurs présentes dans beaucoup de vieilles philosophies, de grands philosophes. Deleuze est absolument magnifique. Il y a des embryons de relations un peu partout. La relation est déjà là. Elle est déjà là dans la plupart des conceptions, des pensées. Le terme n'existe pas, mais on voit bien que la nécessité progressivement s'impose, quoi. Merci beaucoup, Patrick. Je passe la parole à Olivier Duhamel. Attendez, il faut que vous parliez, il faut que je vous ouvre le micro, Olivier. Ton micro est fermé, ouais. Ça tombe bien parce que j'ai essayé une imitation de Deleuze. Il était là, dirait oui, oui, oui. Et puis juste après, il objecte. Non, merci infiniment, Patrick Chamoiseau. J'ai juste envie de dire qu'il va falloir maintenant construire une relation pour revenir, ajouter des plus et habiter un peu le monde chez nous, à Sciences Po. Avec plaisir, avec plaisir. J'ai été très frustré par l'interruption, entre guillemets, de ce que j'avais commencé. Donc, j'ai dit à Delphine que s'il fallait revenir, je viendrai avec plaisir. Ah ben, plein de plus. En tout cas, je publie prochainement un texte sur ce que j'ai appelé l'impossible leçon à Sciences Po. Voilà. Ah, super. Donc, tout le monde pourra le lire et ça sera une belle expérience que nous pourrons discuter ensemble. Merci beaucoup. Merci. Merci, Patrick. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Hein. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bientôt. Au revoir à tous. Merci. Au revoir à tous. Merci. À bientôt. À bientôt, Yann, Sébastien, bravo. Oui, je fais un enregistrement, Delphine, et donc il faudra qu'on voit ce qu'on en fait. Très bien, parfait. On va demander aux participants s'ils sont d'accord. Parfait, très bien. Ça a été passionnant. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Delphine. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.